Alors le brand content, c'est un vieux sujet, c'est un très vieux sujet. On en parlait déjà au siècle dernier et même au siècle d'avant, puisque finalement toutes ces vieilles opérations de création de contenu, qui racontent des histoires autour des marques, hein, voilà, on va pas revenir jusqu'au guide Michelin, jusqu'à la croisière jaune, jusqu'à tous ces vieux exemples du tout début du marketing, hein, c'est même avant 1900, 1897, un des premiers exemples, c'était John Deere. Donc il n'y a rien de nouveau. Ce qui change, c'est la technologie. La technologie a fait exploser, il y a une dizaine, une quinzaine d'années, les possibilités de raconter des histoires sur des formats, de les produire de manière assez compacte, à moindre coût, et donc voilà, d'avoir une sorte de capacité à aller porter des histoires de marques à des millions de personnes. Et aujourd'hui, on voit évoluer cette possibilité-là de plusieurs façons. D'abord avec la continuité du fait social, du social media. Donc, dans le bouquin notamment, il y a une postface d'Emmanuel Durand qui est le patron de Snapchat France. Donc Snap pour les ados, c'est énorme, c'est une autre manière de produire du contenu. Hein, on n'est plus dans les web-séries, là on est complètement dans quelque chose de totalement interactif. On est sur des lens de marque, on est sur des choses qui sont très techno, très data et aussi très éphémères. Donc ça c'est très intéressant de voir que finalement la technologie continue. Snap c'est un exemple. Sur le fond, ce qui change, pas du tout, c'est le fait que les marques ont besoin intrinsèquement de raconter leur raison d'être. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire la deuxième édition de ce bouquin, parce que je trouve que ça c'est en train de revenir. Je vois beaucoup de mes annonceurs, beaucoup de nos clients chez IPG Media Brands, dans les agences qui sont les nôtres, comme Initiative ou UM, qui nous demandent de nous pencher à nouveau sur voilà, quelque chose qui va faire parler de ce qu'ils sont, voilà, vraiment, de pourquoi ils sont différents, de l'exprimer d'une façon créative, de passer par une stratégie éditoriale, de le faire avec un média. Et finalement, toutes ces années un petit peu, on va dire, uniquement basées sur la performance et sur le côté très très stricto sensu business, sont un peu derrière nous, j'ai l'impression. Et je pense que des grandes marques américaines comme Amazon, par exemple, qui est un de nos clients, qui sont pourtant plutôt sur quelque chose d'un marketing plutôt tourné vers l'efficacité absolue, évidemment, nous demandent aussi de réfléchir à des stratégies de contenu. Et donc, on a fait une très grande opération avec Cyril Lignac sur M6, par exemple, avec le meilleur pâtissier de France, sur Echo, hein, sur les enceintes connectées, pour rajouter vraiment cette part de cœur, cette histoire-là, à la grande histoire business d'un client comme celui-ci par exemple. D'autres exemples récents, Lego, sur lequel on a créé une chanson, un clip vidéo avec Kids United pour les enfants. Le titre de la chanson c'est On construit le monde. Lego, bon, mais je veux dire, c'est des choses qui n'auraient pas été possibles, je pense, il y a encore 18 mois. C'est-à-dire qu'il y a cette demande-là. Voilà. À quoi sert la marque? Pourquoi elle est là? C'est pas uniquement pousser un produit de manière différente. C'est aussi finalement raconter sa raison d'être, raconter ce que les anglo-saxons appellent le purpose, c'est-à-dire cette chose indéfinissable qui va permettre à la marque de montrer sa différence. Et là, il y a quelques jours, 2 jours exactement, le patron de BlackRock, qui est un grand fonds d'investissement américain, le plus grand investisseur mondial, qui a de l'argent partout, dans beaucoup d'entreprises, a incité les annonceurs à définir leur raison d'être et à la communiquer. Donc on sent que ce besoin de sens, finalement, se retranscrit par cette tendance marketing qu'on appelle le brand content. Et puis, enfin, le dernier point, celui pour lequel je pense que le livre est plus intéressant, c'est cette capacité qu'ont les consommateurs, finalement, à se retrouver dans ces histoires-là. Voilà. Et on voit qu'aujourd'hui, le besoin de communier autour de choses communes, on le voit avec le mouvement en France, des mouvements sociaux aujourd'hui, on le voit dans beaucoup d'autres pays, etc., avec des mobilisations, que ce soit des mobilisations digitales ou réelles, hein, pour changer le monde, etc. On sent que les consommateurs, les publics, les audiences ont envie d'autre chose de la part des marques. Ils ont envie finalement de se retrouver dans des causes communes. Et je pense que dans un monde où les États perdent un peu de leur superbe et doivent sans doute le reconquérir, parce que je suis persuadé qu'une des réponses, ça fera peut-être l'objet d'un prochain essai d'ailleurs, et aussi du côté des institutions. Je pense qu'on jette trop souvent les institutions avec l'eau du bain, mais les entreprises ont vraiment un rôle à jouer, et une responsabilité très forte. À l'UDECAM, dont je suis vice-président, on a décidé de mettre
toute notre action en place autour de 2 grands piliers cette année, qu'on a appelé le pilier de la médiadiversité. Donc la médiadiversité, c'est redonner du sens au paysage média français. Ça veut dire quoi, redonner du sens au paysage média français? Ça veut dire qu'on a finalement l'impression que, ce qui n'est pas qu'une impression, c'est vrai, hein, que beaucoup d'argent, plus de 80% des revenus et d'ailleurs des investissements digitaux vont chez Google et Facebook, ce qui est une réalité. Et qu'est-ce qu'on fait contre ça? Est-ce qu'on se plaint? Est-ce qu'on se bat contre eux? Pas du tout. Moi personnellement, je ne parle pas forcément dans des cas, mais personnellement je pense qu'il ne faut certainement pas être dans une stratégie de confrontation. Ce serait absurde, débile, ça ne servira à rien du tout. C'est des partenaires, il y a des choses remarquables qu'on fait avec des Google et des Facebook. Donc essayons d'être un peu pragmatiques et d'arrêter de rajouter de la morale finalement à tout ça. Le seul juge de paix dans l'écosystème de la communication, c'est l'agence média. L'annonceur nous confie ses budgets pour qu'on les investisse. Il faut qu'on investisse de manière neutre, donc le principe de neutralité est hyper important, et avec efficacité, et donc il faut de la mesure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être agnostique. Et pour autant, défendre un écosystème. Parce que s'il y a un trop grand déséquilibre, l'écosystème ne sera pas viable. C'est pour ça qu'on appelle ça la médiadiversité, c'est défendre la diversité des médias et aider les médias français. Donc ça c'est le deuxième pilier, on appelle la média-citoyenneté. On est une industrie, les agences médias avec qui emploient des milliers de personnes. On gère des millions, des milliards d'euros d'investissement médias. Notre rôle aussi, dans la cité, c'est de s'assurer qu'on défend un modèle français. Voilà. Donc sans confrontation avec les GAFA, on n'y arrivera pas de toute façon, mais en essayant d'être le plus neutre possible et en défendant un modèle français qui ne vaudra et qui ne sera efficace que grâce à sa diversité. Une des vraies tendances de ces prochaines années, c'est pas nouveau, je l'apprends à personne, mais c'est la voix, hein, c'est le search vocal, c'est les assistants vocaux, c'est HomePod d'Apple, c'est Echo d'Amazon, c'est Google Home de Google, etc., etc. Et puis plein d'autres en Chine notamment. Enfin bref, c'est 40 milliards de dollars de monétisation potentielle sur ce marché. C'est énorme, c'est énorme. Et très certainement, on voit là que, notamment la stratégie d'Apple, voilà, ils y voient une vraie diversification, hein. Alors, entre Apple Watch, Apple TV et HomePod. Pour eux, c'est vraiment, je crois que ça représente en 2018 35% de croissance, donc c'est colossal. C'est-à-dire que la croissance va venir de là, et donc du coup, on va se retrouver, nous, noyés avec ces assistants vocaux qui vont être à peu près partout. Donc ça, pour les marques, ça veut dire quoi? C'est un fait technologique. Les marques, elles s'adaptent à un univers, à un écosystème média, voilà, un écosystème, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui naissent, des choses qui meurent et des choses qui se complètent. Les marques au milieu doivent naviguer là-dedans pour faire passer leur message, vendre leurs produits in fine et s'assurer qu'ils sont bien connectés au bon consommateur. Bon, le consommateur, il fait quoi? Lui, il a à sa disposition une technologie formidable qui lui permet de gagner du temps. Gagner du temps pour poser des questions, éviter de taper sur son ordinateur ou sur son téléphone mobile, pour avoir des questions simples comme quel temps fait-il demain, est-ce que tu peux me rappeler que j'ai tel rendez-vous dans mon agenda, et acheter des produits. Alors, c'est là où les choses vont se compliquer un petit peu pour les marques. Pourquoi? C'est parce que aujourd'hui, le business des marques repose beaucoup sur les requêtes, sur l'algorithme de Google et sur le fait que, on en parle évidemment depuis des années et des années, le SEO, le SIA, cette capacité finalement à optimiser le SIM, au sens large du terme, les recherches, les requêtes pour gagner des parts de marché et être en haut de la pile. Bon, demain, pour être en haut de la pile, avec un assistant vocal à qui on va poser des questions et qui va nous donner qu'une ou deux suggestions, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc il va falloir trouver des nouveaux systèmes pour optimiser ça ou surtout être en haut de la pile en termes de notoriété spontanée. Donc si tu veux acheter des piles, il faudra dire je veux des piles de la marque X ou la marque Y. Si tu dis je veux des piles, tu auras des piles Amazon. Pourquoi pas? Elles vont marcher, c'est des piles. Sauf que, du coup, il y a beaucoup de marques qui vont y laisser des plumes, voire qui vont complètement disparaître. Donc, le retour de la marque, avec un grand M, doit vraiment faire son retour, de revenir sur le devant de la scène. Les marques doivent se recréer, se réinventer dans un écosystème qui est complètement bouleversé.
depuis des années, mais dont tu as commencé finalement à connaître un petit peu les tenants, les aboutissants. Là, les requêtes vocales, c'est un bouleversement. Donc beaucoup vont dire c'est horrible, il faut légiférer, il faut machin. Non, pas du tout. Il faut que les marques retrouvent leur place, c'est-à-dire celle que Steve Jobs avait très bien définie. Hein, les marques doivent être des phares dans la nuit, il disait. Apple doit être un phare dans la nuit. Apple doit porter justement une vision, une raison d'être, un marketing différent pour qu'un consommateur ait envie de cette marque. Quand on a l'envie d'une marque, quand on a envie d'une love brand, c'est le retour sans doute de ces fameuses love brands, il faudrait peut-être redéfinir, ce sera peut-être l'objet aussi d'un autre essai. Eh bien, tout est possible. Voilà. Donc en fait, les marques, après des années on va dire uniquement peut-être de gestion, de business, de performance, de ROI, poussé jusqu'à l'extrême peut-être, eh bien l'effet de balancier revient dans l'autre sens. Et je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'envie de la part des annonceurs de se faire plaisir à nouveau aussi. Donc, je pense que c'est assez naturel. Qui dit retour de la marque avec un grand M dit retour du partenaire avec un grand P et avec finalement cette espèce de logique d'être des business partners. Alors aujourd'hui, les business partners des annonceurs, c'est qui? C'est les agences, c'est évidemment les cabinets d'audit, de conseil qui existent depuis déjà très longtemps aussi, c'est les médias et puis plein d'autres partenaires évidemment. Dans les médias, je mets à la fois les éditeurs, à la fois évidemment les plateformes. Disons que si on les classe de cette façon un petit peu caricaturale. Les agences, elles sont au centre de tout ça. Voilà. Je ne crois pas du tout, mais alors pas du tout, au modèle, une espèce de désintermédiation ou de disparition du modèle des agences médias au profit soit des médias, soit des cabinets d'audit ou de conseil. Ce qu'on voit, c'est même l'effet inverse. C'est même d'ailleurs assez marquant et assez intéressant à analyser. Parce qu'on nous a dit là pendant des années, voilà, vous allez vous faire bouffer par Google, par Facebook, vous allez vous faire bouffer par les médias, vous allez disparaître, votre rôle d'intermédiaire n'a plus d'intérêt, les annonceurs vont aller directement voir les plateformes, les médias, etc. Bon, en fait, pas du tout ce qui s'est passé. On se rend compte que les annonceurs ont besoin justement de neutralité, d'un choix neutre. Ils sentent très bien que leur intérêt, c'est pas de mettre tous leurs œufs dans le même panier, et c'est d'avoir une vraie capacité aussi de négo et un savoir-faire de négo et des outils pour le faire. Ça, c'est notre boulot. Sur la data, sur les cabinets, sur l'audit, sur des Accenture, etc., sur beaucoup de cabinets qui peuvent un peu comme ça donner l'impression que finalement ils vont venir sur notre territoire, sur le territoire des agences médias. Alors, la data, c'est quelque chose, c'est un métier particulier. C'est de la techno, c'est beaucoup d'investissement. Nous, on sait faire ça depuis longtemps, les agences médias. Pourquoi? Parce que notre métier à la base, c'est de connecter des marques à des consommateurs en utilisant, avant on parlait d'études, de socio-démo, un peu à la mano, puis de plus en plus automatisé, et puis aujourd'hui c'est de la data. Donc c'est notre métier de comprendre la data, c'est notre métier de comprendre le consommateur, de savoir à qui on s'adresse. Cette fameuse question cette espèce de phrase un peu creuse qui consiste à dire le bon message à la bonne personne au bon moment, dans le bon contexte, c'est notre métier depuis toujours. Ça fait 30 ans que les agences médias font ça. Bon. Donc ça déjà, je pense que culturellement, il n'y a pas de problème. Après, c'est l'accès à la donnée, l'accès à la data. Et pour le coup, nous, chez IPG Media Brands, je vais prendre ma casquette IPG Media Brands, on a fait l'acquisition d'Axiom. Axiom qui est le leader mondial de la data. Donc c'est pas un partenariat, c'est pas un deal, c'est une acquisition. Donc on est en train de voir comment, au niveau international et au niveau local, on travaille avec Axiom. C'est 65% des consommateurs mondiaux qui sont embasés à l'intérieur de tout ce que fait Axiom. Donc c'est colossal. Donc ça va nous permettre de manière granulaire de rajouter à notre vision stratégique des données qui vont nous permettre vraiment de rendre vivante cette phrase le bon message à la bonne personne au bon moment, au bon contexte. Et ça, personne ne peut le faire d'autre à part ces grandes boîtes-là. Donc voilà, et je ne crois pas que des grands cabinets d'audit ou de conseil, comme on dit toujours, qui vont arriver sur le marché, remplacer les agences médias, ils savent faire cette partie data peut-être, cette partie conseil peut-être très bien. Après, il y a un truc qu'ils ne savent pas faire et qui sauront pour moi pas faire, c'est culturel. C'est cette capacité à être au service des annonceurs. Une agence, c'est un partenaire d'un annonceur et d'une marque qui est capable de se mobiliser,
S'il y a un annonceur qui m'appelle dimanche à 17 h en me disant Thomas, j'ai besoin d'aide sur tel truc et tout, on le fait. On va pas prendre notre crayon et dire attendez, on rajoute au devis, il va falloir qu'on puisse renégocier, etc. Enfin, on a un service, une qualité de service et une volonté de service qui est assez inscrite dans nos gènes. Un peu laborieuse peut-être. Peut-être que parfois on se fait avoir, évidemment, la question de la rémunération, il y a beaucoup de points de vue, mais en tout cas on a cette culture-là que partagent toutes les personnes qui travaillent dans ces agences médias. Ça a des avantages et des inconvénients, mais l'avantage que ça a, c'est qu'on a cette culture du service qui fait qu'on est une agence, on n'est pas un cabinet. Voilà. Et ça, je pense que les annonceurs ont besoin d'avoir finalement des équipes qui soient des équipes externalisées à leurs propres équipes, qui soient leurs propres équipes ailleurs. Je dirais que le vrai danger, plutôt que la désintermédiation ou l'espèce de grand remplacement par un cabinet de conseil, c'est peut-être l'internalisation qui du programmatique, qui du digital, etc. Alors il y a déjà eu des mouvements d'internalisation qui, on l'a vu avec pas mal de sujets comme le social media par exemple, le community management, qui était externalisé, puis internalisé, puis parfois réexternalisé, donné à d'autres acteurs. Là il y a une vraie question effectivement, mais peut-être que nous en tant que partenaire agence, on a la possibilité et le rôle d'aider et la responsabilité d'aider les annonceurs à internaliser de manière correcte. Parce que notre métier, c'est pas de tout faire non plus. Voilà. Donc on a des experts qui peuvent peut-être accompagner les annonceurs dans leur internalisation. C'est peut-être un modèle à analyser et voir s'il peut être pérenne. L'enjeu de l'intégration pour les annonceurs. Les annonceurs ont trop de partenaires, ils diluent trop en fait. Donc voilà, comment on fait pour avoir un process de travail entre les nombreux partenaires des agences ou un partenaire unique? Ça, je pense que c'est assez clé.